J'ai des souvenirs magnifiques parce que l'époque était bien plus familiale. Je ne veux pas dire que maintenant on n'est pas famille, loin de là, mais on se réunissait pour les fêtes, on se réunissait pour les anniversaires et tous les frères, sœurs, oncles, tantes, petits-enfants étaient réunis et on mangeait ensemble dans la maison mère où était née cette famille. À l'époque, les familles étaient beaucoup plus proches de l'autre, aussi bien familiale que pour habitation. Après, il y avait la famille qui était reliée avec les voisins quand on faisait les vendanges, quand on dépiquait dans la cour. Tout ça, ça rassemblait et la famille et le voisinage. On se réunissait tous les dimanches au repas avec un bon dessert. Et tous les jours, on mangeait normalement le repas à la maison. Moi, j'étais en pension, alors je mangeais à Cahors. On parlait du travail, de ce qu'on allait faire l'après-midi. On faisait un grand repas. Un grand repas. Un peu plus copieux que tous les jours, quoi. Avec des bonnes choses et du dessert. Que ma mère, elle était cuisinière, elle le faisait très bien. On allait au village, mais il n'y avait pas les magasins bien loin. On n'allait pas loin faire les courses, on n'était pas loin. Au village. S'il avait envie de nous faire suivre, il nous faisait suivre. S'il n'avait pas envie, on nous laissait seuls. À l'époque, on n'avait pas de voiture, on y allait à pied. C'est ce qui manquait, les voitures. On n'avait pas de voiture. On n'en avait que l'été. Un oncle qui était chauffeur de taxi à Paris a emmené sa voiture pour la garer dans la grange, comme ça, et nous a emmenés le dimanche. C'était une autre époque. Autrefois, on faisait le repas, on était 100 pour manger. C'était ma tante qui était venue de Saviac pour faire la cuisine. Et quand je descendais à Saviac, ou un ou l'autre, on marchait chez ma tante, on était sûr de boire le café ou de manger. Dans la famille, on était tous, que ce soit les grands-parents, les parents, les enfants, on était tous, pour ainsi dire, presque dans la même pièce. Quand on se réunissait pour le repas, on était tous autour de la même table. C'était surtout ma grand-mère à l'époque qui commandait tout, et il fallait faire ce qu'elle avait commandé, quoi. Il fallait aller travailler au jardin, ou aller faire les foins, ou aller faire pour tout. C'était elle qui dirigeait. On n'était pas riches. Des fois, les grands-parents, on avait des petites pièces. On nous donnait un peu d'argent de poche. Avec ça, on pouvait acheter quelques bonbons, c'est tout. Voilà ce qu'on pouvait avoir. C'était jamais bien gros. Si on avait besoin de quelque chose, ils nous l'achetaient, mais c'est tout. Si on allait au cinéma, on prenait la paye du cinéma et puis c'est tout. Il n'y avait pas comme distraction. On allait au bal aussi, après à l'âge de 17 ans. Et ils nous payaient l'entrée ou comme ça, mais il n'y avait pas des distractions qu'il y a maintenant. Il y avait le foot, si on allait au foot, on allait voir les jeunes jouer. Autrement, c'est tout le dimanche. On n'avait pas la télévision. Nous n'avions pas d'argent de poche. Par contre, si on nous demandait de faire un travail, d'aider, de couper du bois ou de participer à des travaux, alors on nous donnait une petite pièce d'un centime ou deux. Avec ça, on s'achetait des bonbons. Par contre, les jours de fête de Saviac, là, tout le monde, que ce soit mon oncle, mes cousins, mes soeurs, tout le monde nous donnait une pièce pour qu'on puisse aller sur les manèges. La famille, c'était quelque chose de très important. Et on était éduqués aussi pour respecter notre maman, en premier, nos grands-parents, et obéir à notre père. C'est sûr que les parents aidaient les enfants, c'est clair. Mon père nous a aidés comme la mère. Il m'a acheté une moto, il m'a après acheté
une voiture. Les parents à l'époque dépensaient beaucoup moins d'argent que maintenant, et l'argent qu'ils gagnaient, ils l'économisaient pas pour eux, parce que pour eux, ils vivaient plus modestement que maintenant, et le peu d'argent qu'ils avaient, ils le sacrifiaient pour les enfants. On a toujours été la main dans la main. Quand il y a eu un souci chez l'un ou chez l'autre, on a toujours essayé d'apporter des solutions le plus favorables possible. Parce que c'est pareil, quand à l'époque les familles avaient besoin d'être unies, parce qu'on gardait les parents à la maison. Il y avait moins de maisons de retraite maintenant, moins d'EHPAD et moins de choses, et c'est les enfants qui gardaient les parents. Et à tour de rôle, quand en vieillissant, on a toujours besoin d'être assisté, à tour de rôle, les enfants assistaient les parents. Et c'est pour ça que la famille, quand il y en avait un qui partait pour son service militaire, il y avait un cousin ou une cousine qui venait aider la grand-mère ou le grand-père pour remplacer celui qui s'en allait. Voilà, c'était c'est ce qu'on appelait vraiment la fraternité. Et dans la famille, c'était ça aussi. Il fallait se sacrifier quand il y en avait un qui était malade, ou qui mourait, ou qui partait au service militaire. Aussitôt, il y avait un cousin qui venait remplacer celui qui s'en allait. On a eu les oreillons, on a eu la varicelle, mais non, c'est tout. On n'a pas eu pas plus de maladies. Non. À la grande école, il y a eu un garçon, 13 ans peut-être, il est mort de la tuberculose. Et on avait fait brûler tous ses livres et cahiers dans le poêle. Oui, à mon école, il y a eu un cas de tuberculose, 2 même, mais une petite Bernadette, là, elle avait mon âge. Et je me souviens que quand on est sorti, et ma mère, on était à la cérémonie. Et ma mère, quand elle est revenue à la maison, ma mère me dit, tu vois, on allait à l'église à l'époque. Tu vois, c'est un petit ange, elle est montée au ciel. Et moi, innocente comme... j'ai dit, je ne l'ai pas vu passer. Après la guerre, tout ça, ça s'est amélioré quand même. Ça s'est bien amélioré, oui. La maladie a disparu, ou ils l'ont soignée autrement. Mais c'était un fléau à l'époque. Il y avait beaucoup de sana. J'ai eu des copains qui l'ont eu dans mon entourage. Oui, il y en a eu. Moi, j'ai été malade. J'ai failli mourir. Et mon frère, celui qui était prisonnier, a été très malade en rentrant. Il s'était évadé. Il est resté 1 mois et demi dehors, sans savoir où il était. Ma mère... Et quand il est revenu, 3 mois après, il était très malade. Il est parti en sanatorium dans les Pyrénées. Vous voyez, j'ai pas eu une jeunesse très drôle. C'était une autre époque. Ah oui, c'était une autre époque. Ça. Oui, je l'ai eu, la tuberculose. Je suis parti de Marseille, sur un brancard, j'étais blanc comme la table. Je suis resté 1 an, je mangeais tout glacé pour me geler le sang. Ils n'arrivaient pas à me bloquer le sang. J'avais perdu plus de 20 kilos. Mais le docteur qui m'a fait partir m'a dit, vous ne vivez pas longtemps. Et la preuve, à 92 ans, maintenant, quand même, encore, je me sens en forme. Ça peut changer, mais pour le moment, on prend ce qui vient. La tuberculose, on en avait tous peur. Tous peur. Donc, si tu veux, nous, à l'école, déjà, on nous avait donné le vaccin du BCG, qu'ils appelaient. Mais avant, il n'y en avait pas. Alors les gens, la tuberculose, ils mouraient, ils étouffaient. Ils ne pouvaient plus respirer, ils étouffaient. Ça leur bloquait les poumons, c'était fini. Ils ne pouvaient plus respirer. À l'époque, il n'y avait pas l'EHPAD, il n'y avait pas... C'était l'hospice. L'hospice, il se trouve juste à côté de la cyberbase. Il était tenu par des sœurs. C'était des sœurs qui étaient des infirmières, voilà, et qui soignaient les gens tuberculeux. J'ai pas eu la tuberculose à l'école, j'ai eu la typhoïde. Et avec mon frère, on est resté 1 mois à la maison consigné. Ça s'appelait pas consigné, mais ça s'appelait interdit d'aller à l'école pour pas donner cette maladie, parce qu'elle se chargeait et pour pas la donner aux autres. Voilà ce que j'ai eu pendant mon école. J'étais bien dans la maison, mes parents avaient le restaurant et il n'y avait pas de problème. J'aidais à faire la cuisine, on épluchait des pommes de terre. C'était pas comme maintenant, la cuisiner. On mangeait beaucoup de pommes de terre, beaucoup de pâtes.
Et puis de la volaille, pas de la viande de tous les jours non plus. Et du dessert, des gaufres on faisait, des merveilles. Et les miques, la mique on faisait. Presque tous les dimanches, nous on avait un monsieur qui était venu manger chez nous le dimanche. Et tous les dimanches on faisait une mique. J'aidais surtout mes parents au travail pénible. Parce que faire la cuisine, je ne dis pas que ce soit facile, c'est pas facile, mais faire la cuisine à l'époque, c'est plutôt de la femme à faire la cuisine que d'un homme. Bon, il y a bien des hommes qui font la cuisine, il y a des cuisiniers, alors donc il y a bien des hommes qui font la cuisine. Mais j'étais plutôt à travailler les terres ou à m'occuper des bêtes, tout ce qui était du travail pénible, plutôt que de la cuisine. On avait une citerne à la maison, et l'été, on allait chercher l'eau à une source qui était à peu près 50 mètres de la maison, dans une cruche en terre, là, bien fraîche. On avait l'eau pour les bêtes aussi, il y avait des lacs. On n'a pas souffert de l'eau. Mes parents avaient fait la citerne en 1937. On avait l'électricité aussi. J'ai toujours connu l'électricité à la maison. Mais c'était la maison. Les granges, c'était... On allait avec la lampe pigeon, là, en cuivre, une petite lampe à pétrole. C'était la maison principale qui était éclairée, c'est tout. Quand j'étais jeune, petite, après ça changeait. À l'époque, il n'y avait pas le courant. On avait un seau qu'on remplissait d'eau qui se chauffait au soleil et on prenait la douche dessous. C'était percé, le seau était percé et on prenait une douche comme ça. Il fallait chauffer l'eau dans la cheminée. Oui, dans les toupènes dans la cheminée, oui, pour avoir de l'eau chaude. Mais même l'eau froide, les gens n'avaient pas le courant à l'époque. C'était des toilettes qui étaient plus vite faites que maintenant. Hein. On arrivait à se laver, mais on ne se lavait pas entièrement comme maintenant. Hein, voilà. On faisait petit bout par petit bout. Les enfants, quand ils étaient petits, on essayait de les baigner, on avait des petites baignoires, un truc, on mettait de l'eau, enfin bon, on arrivait à se laver comme ça. Mais on n'avait pas, comme je vous ai dit déjà, de douche. On avait la bassine pour se laver, on n'avait pas de douche ni rien. Il fallait aller chercher l'eau à 300 mètres. Ah non, c'était la dure, c'était pas toujours le rêve. Dans la maison, on avait la chance à Salviac d'avoir l'eau au robinet. Pour la toilette, la grande toilette, eh bien, on chauffait une grande bassine d'eau et on se lavait là-dedans. Et moi, je me rappelle, le premier, il avait de l'eau propre à peu près, et puis les autres, on passait derrière, hein, les garçons, c'est les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Il y avait une intimité quand même. Mais, si tu veux, on se lavait au moins une fois par semaine, dans le grand baquet. Je me rappelle chez ma grand-mère en Dordogne, ils avaient fait une dalle en bois qui récupérait l'eau. Il fallait descendre d'abord parce qu'ils habitaient en haut d'un coteau. Il fallait descendre le coteau, aller à la source. Il y avait une source qui était pas loin d'1 kilomètre, un bon kilomètre même. Il fallait aller chercher l'eau avec 2 seaux, un cerceau pour écarter les seaux et un kilomètre avec 2 seaux, un à chaque main. Quant aux habits, les habits c'était souvent mes sœurs et ma mère. Ma mère, elle était modiste et couturière. Tu sais ce que c'est, la modiste, elle faisait les chapeaux. Et c'était souvent ma mère, ou alors les sœurs de ma mère qui étaient couturières aussi, qui nous faisaient des habits. Quelquefois, le petit, moi j'étais le petit, on me redonnait la veste ou la chemise du grand frère. On la raccourcissait un peu, puis les habits faisaient le tour de l'un à l'autre. On n'avait pas beaucoup d'argent. Tu sais, même il y avait des marchands de chaussures ici, à Salviac. Mais on allait acheter une paire de chaussures, c'était pour un anniversaire ou pour une fête, mais c'était une récompense pratiquement. Les vêtements, c'était pas des vêtements à 3 000 euros la pièce. On vivait chichement. Et beaucoup se faisaient, ma mère faisait des tricots pour presque toute la famille, et beaucoup se faisaient des jupes ou personnellement. On lavait le linge, j'allais au lavoir, laver le linge, on lavait se le changer, peut-être moins souvent que maintenant, parce que maintenant c'est plus tous les jours, et avant un peu moins, mais bon, on arrivait quand même à être propre et à se tenir propre. C'est quand il fallait aller au lavoir l'hiver là-bas, ainsi le linge, c'était pas rigolo, hein, mais on y allait, et oui. C'était la vie comme ça, j'étais pas la seule, hein, parce que c'était tout le monde qui n'avait pas de chauffage intérieur d'abord, du chauffage central et tout ça, ça n'existait
pour ainsi dire, pas à part les grandes maisons d'ici que j'ai connues un peu, mais après c'était des chauffages avec des cuisinières à bois ou des poêles ou des trucs comme ça. Et bien on a survécu. Maintenant quand on y pense, on dit c'est quand même mieux maintenant, mais bon, et les machines à laver surtout, ça je trouve que c'est une invention qui a été formidable, parce qu'on en a passé des heures à rincer les linges et tout. On faisait le bois l'été pour l'hiver, quoi. On entreposait un peu, qu'il soit sec. Mais au début, c'était la cheminée. C'était pas comme ça. Il n'y avait que le cantou qu'on appelait. On se chauffait le devant et on se gelait le derrière quand on était assis devant là. Et dans cette cheminée, justement, on faisait cuire le manger. Il n'y avait même pas de cuisinière. Il y avait la cocotte qu'on appelait, qui était là, qui faisait cuire le lapin, faisait cuire le poulet ou faisait la tarte, parce qu'il existait de la pâte avec des pommes de terre, du salsifis et bien souvent un peu de lapin, mais des fois pas toujours. Et c'était cuit dans la cheminée. On faisait les crêpes avec une grande poêle qui avait une queue d'1,50 m. Et la poêle était dans la cheminée et elle se tenait par une chaîne qui était accrochée au-dessus de la cheminée pour faire cuire les crêpes. Voilà comment on vivait à l'époque. On vivait chichement. Moi j'habitais le bourg, j'avais la chance d'habiter le bourg et l'école elle est pas loin. Le bâtiment y est encore là. Et alors il y avait la maternelle, c'était même pas la maternelle parce qu'on allait à l'école à 5 ans, hein, pas plus. Donc on faisait, oui c'était bien la maternelle, mais on apprenait tout de suite à lire, à écrire, et voilà. Et après il y avait l'autre classe où on allait jusqu'au certificat d'études. Et donc j'ai été que là. À 14 ans, j'ai eu mon certificat d'études, j'étais première du canton à l'époque, donc ça allait, mais j'ai pas continué mes études après. J'étais une bonne élève, ça me vantait, j'étais une bonne élève. On partait pour 9h, on revenait à midi, puisque j'allais manger à la maison, et on repartait pour rentrer à 2h. Et jusqu'à 5h, voilà. Et on avait des devoirs le jeudi. On nous a mis là, et puis on ne savait pas comme c'était à l'école à côté. Il y avait l'école libre et l'école laïque. On aimait, oui. À peu près, oui. Oui. On aimait aller à l'école. Oui. On était contents d'y aller. On traînait des fois. On n'était pas loin. C'était pas loin. Un peu plus d'un kilomètre. L'école à Salviac, mes frères et sœurs, ils sont allés. Alors il y avait l'école des filles, l'école des garçons. Et puis il y avait l'école aussi religieuse. Parce qu'il y avait les écoles laïques, les écoles de la République, et il y avait encore à l'époque les écoles religieuses. On allait à l'école à pied, on revenait manger à midi à la maison, à peu près 1 kilomètre. C'était facile. Il fallait apprendre, il fallait réciter, il fallait savoir par cœur, c'était difficile. Quand on ne savait pas les leçons, quand on faisait des fautes, il fallait recopier plusieurs fois, il fallait tout apprendre par cœur à l'époque. La petite école, il y avait un grand poêle au milieu, avec un grillage autour là, pour pas qu'on se brûle. Et il y avait les poêles, et on mettait les bûches dans le poêle, et ça chauffait. Et ben, chauffage central. Nous, on allait à l'école à pied, et à midi, pour manger, on retournait à la maison. Ici, à Salviac, on retournait manger à la maison. Mais il y avait des enfants qui étaient chargés de venir une demi-heure avant pour allumer le poêle, aider l'instituteur à allumer le poêle. Et ils venaient de la campagne, souvent, avec une petite gamelle, et ils mangeaient. Ils mettaient leur gamelle autour du poêle pour garder les repas au chaud. L'instituteur, il habitait dans l'école. Alors, il surveillait quand même. Mais les enfants, ils mangeaient dans la classe, avec leur gamelle. Quand j'étais plus grand, effectivement, j'y venais en vélo. Mais quand vraiment, c'était vraiment le froid, ou qu'il y avait de la neige, ou qu'il gelait très fort, on pouvait coucher et manger à l'école. Ce qui fait que l'hiver, on restait des fois 2-3 mois à l'école, mais au doctoir, on couchait à Salviac. Et à ce moment-là, même, il y a des élèves qui sont venus de Gourdon, de Dégagnac, de Saint-Martial et d'un peu partout. J'aimais l'école, oui, c'est l'école qui m'aimait. J'étais toujours puni. Alors il m'aimait très poussé les études. C'était les études qui me poussaient. J'étais très bonne en maths. Pourquoi, je ne sais pas. En calcul mental et tout ça, j'étais très bonne. Mais pourquoi? Je crois que c'est inné, ces choses-là. Ça se vient comme ça. Hein. On apprenait à compter avec les bûchettes quand on était petit. Alors on faisait un petit paquet de 10 bûchettes et multiplié par 10, ça faisait 100.
Ensuite, on a appris à lire. Après, sur les murs de l'école, il y avait des gravures, le petit chaperon rouge, tout ça, tous ces petits machins. Personnellement, moi j'aimais bien le français et l'histoire. L'histoire et la géographie. Les maths, oui, l'arithmétique, mais l'algèbre, alors, j'étais pas très fort. Ça, je reconnais que l'algèbre, moi, ça me cassait les pieds. Hein. Mais enfin, j'ai appris quand même. Ma matière préférée était le calcul. D'ailleurs, encore, je crois que je vous collerai à tous en calcul mental. Oh, j'aimais bien la dictée, l'arithmétique aussi, le calcul. Ah, je n'aime pas l'école. Si je pouvais en passer y aller, mais j'avais quelqu'un derrière qui me remuait. Les coups de pied au cul, j'en ai eu. J'ai arrêté l'école à 14 ans, comme tout le monde, certificat d'études. Et après, j'allais dans les champs pour ramasser les trucs. J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans sur la propriété. J'ai pas fait d'études supérieures. Je suis sorti de l'école où j'étais, à Nantes, avec le brevet d'enseignement industriel. Ça existait beaucoup moins que maintenant. L'école de l'époque ou l'école de maintenant, vu le progrès, vu la science de maintenant, vu l'ordinateur, vu le progrès qu'il y a eu, vraiment l'école a fait beaucoup de progrès. Et même ceux qui enseignent l'école ont des fois beaucoup de mérite. À l'heure actuelle, comme à l'époque, mais c'était quand même, l'époque était plus respectueuse que maintenant ne sont et les enfants et souvent les parents. Après le brevet d'enseignement industriel, c'était le bac technique. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler. Là où j'étais, j'ai passé le premier concours, il y a le prof qui m'a dit « Vous devrez essayer le supérieur ». Je l'ai essayé et je l'ai eu. Alors je suis rentré dans l'administration, aux finances. Oui, j'ai commencé à Vierzon, Périgueux, Valence-d'Agen et Cahors. Cahors, c'était surtout pour continuer à aider mes parents. Ah oui, ça me plaisait bien parce que je remuais beaucoup d'argent. J'ai fait le caissier, je faisais un numéro, un code pour descendre l'escalier. Arrivé en bas, la porte se fermait. Pour ouvrir une porte, il fallait que l'autre soit fermée. Après, j'ouvrais l'autre porte. Il y avait un sas pour être approvisionné. Il y avait un téléphone, heureusement d'ailleurs. Après, il y avait la chambre forte. Et dans la chambre forte, il y avait une porte qui pesait 2 tonnes. Et une fois cette porte, elle s'est dégondée et elle est tombée. Heureusement, elle était large. Elle faisait 20 cm d'épaisseur. Elle est tombée, elle est restée debout. Heureusement, sinon j'aurais été écrasé. J'avais plus de porte pour passer. Heureusement, il y avait le téléphone. J'ai appelé le téléphone. J'ai appelé la direction. Ils ont appelé ceux qui avaient mis en place cette porte, qui était à Toulouse. Et de Toulouse, ils sont venus. Du coup, c'était midi, quand j'avais descendu l'argent. Et je suis resté là, je ne sais pas, une partie de la journée. À midi. Je suis resté là, je n'ai pas mangé. J'ai travaillé chez le percepteur pendant presque un an. Alors je sortais déjà avec mon mari. Mon mari m'avait même suivi quand je suis revenue l'après-midi travailler. Et je suis repartie. Et après, je me suis mariée avec mon mari. J'ai travaillé les champs. Alors que mes parents m'avaient tenu en pension à ce moment-là, c'était pas comme maintenant. Ils avaient fait des sacrifices. Et je me suis mariée avec un paysan pour travailler les champs, faire du tabac, et faire le foin et travailler les champs. Paysanne. J'ai travaillé la terre toute ma vie. J'étais agricultrice, donc on avait des vaches, on faisait du tabac, on faisait des céréales. On avait les petites bêtes, les poules, les lapins. Je ne l'ai pas choisi, ni... C'est comme ça. C'est tombé comme ça. Au départ, on était tous manuels. Un instituteur ou un professeur, un maire, même un docteur, ils savaient travailler la terre. On apprenait dès qu'on était enfant. Moi, je me rappelle tout enfant. Ma grand-mère nous emmenait dans le jardin pour arracher l'herbe, pour sarcler, pour planter des pommes de terre, par exemple, ou piquer les choux. On apprenait ça tout petit. On avait 5-6 ans, on nous emmenait dans le jardin. Ah, mais le métier était agriculteur. Alors, on faisait du tabac, on faisait des élevages de veaux, et même des agneaux. Et encore moi, je partais à la journée quand je pouvais
pour ramasser quelque chose, pour recette. On n'est pas être bachelier pour faire l'agriculteur. Mais le plus que j'aimais, c'est de faire le maçon. Je partais le matin à 7h moins le quart pour être à 8h à Gourdon. Mon métier, j'étais pâtissier. Il faut passer des nuits. Il faut se lever tous les matins à 2h du matin. Même des fois avant. Quand j'ai quitté l'école, j'ai eu mon certificat. J'ai travaillé, je voulais apprendre la couture chez une couturière à Saint-Viac. Chez ma maman. Et chez ta grand-mère. Et on y allait tous les matins. Et puis, après la guerre est arrivée, il a fallu tout cesser. C'était pas drôle. J'ai travaillé toujours les nuits, toutes les nuits. On ne travaillait que la nuit. Oui, c'est vrai. J'étais meilleur ouvrier de France. Bon, c'est une référence. Ça m'a rien apporté quand même. Hein. Des fois, pour payer le copain, c'est tout, mais c'était tout. Et c'était intéressant comme travail parce que ça changeait beaucoup. La pâtisserie, ça change beaucoup. Aujourd'hui, tu fais ça, le lendemain, tu le refais, c'est pas la même. Hein. J'étais matelassière, les matelas de laine. C'est un métier que j'ai appris avec mon mari parce que moi, j'étais pas du tout truc, je faisais les matelas. Maintenant, on ne fait plus. Mais que j'ai fait beaucoup. Toute ma vie, j'ai fait ça. Donc, on travaillait avec mon mari. Lui, il faisait les fauteuils, les sommiers, on était tapissiers. Et moi, les matelas. Voilà. J'ai travaillé tout le temps comme ça avec mon mari. Et c'est un métier qui s'est perdu parce qu'on ne fait plus les matelas de laine. Dommage. On était très bien couchés dessus. Je ne l'ai pas choisi, je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Mais ça m'a plu beaucoup. Ça m'a plu beaucoup parce que j'avais aucune notion de ça. Je l'ai bien fait. Maintenant, je supporte les rhumatismes parce que j'en ai partout. Ils ont fait. C'était comme ça, voilà. Et je suis resté dans le technique. Et j'ai appris beaucoup par mon frère aîné, par mon père, par mes frères aînés, par mes frères, qui étaient tous pratiquement des techniciens dans le bâtiment. Moi, j'ai fait ma carrière de dessinateur et ensuite de conducteur de travaux directement sur les routes. Je construisais avec les agents des routes, des ponts, j'ai dessiné les maisons aussi, enfin voilà. Mon père a été sculpteur pendant une partie de sa vie. Son atelier de sculpteur existe encore à Salviac. Il est sur la route de Dégagnac. Quand il avait plus de commandes pour être sculpteur, il ne pouvait plus gagner sa vie comme sculpteur, il est rentré comme professeur, on appelait ça maître d'atelier, à l'école artisanale de Souillac. Donc c'est pour ça que je suis né à Souillac. La famille Montpart, c'était tous des tailleurs de pierre, des maçons. Mon père, déjà, à l'âge de 8 ans, il était appelé à prendre la succession de son père. C'était dans la famille, c'était ça. Il y avait le papa qui était, ou le grand-père qui était tailleur de pierre maçon. Les enfants, les garçons surtout qui naissaient dans la famille, prenaient automatiquement la succession du papa. De travailler, pour ainsi dire, j'ai pas arrêté. Je suis sortie de là, j'ai aidé mes parents et je suis restée à la propriété. Mon père est mort très jeune, ce qui fait que je ne suis pas repartie. Eh oui. Je suis restée là. J'ai été très malade, moi, la fatigue et le manque de bouffe. Mon frère, il s'est évadé d'Allemagne, il était prisonnier et il est revenu, il a mis un mois pour arriver à Saint-Viac, à pied d'Allemagne, et puis voilà. Et il est revenu vivre à la maison, ce qui nous a beaucoup aidés. À 30 ans, je suis toujours resté avec mes parents, mais j'avais pris un bureau de tabac à Gourdon. Mais on était toujours avec les parents le plus possible. Étant donné marié tardivement, j'ai pas eu d'enfants, parce que j'étais un peu trop vieux pour avoir des enfants. Pour élever les enfants, il faut avoir, la capacité de pouvoir le faire. Et quand on est jeune, c'est facile, mais quand on est vieux, on a moins de facilité. J'ai 5 petits, 6, et il y en a un qui est mort à la naissance. 2 garçons, 2 filles et 3 garçons. J'ai 2 petits-enfants. Oh, j'ai des enfants, c'est de l'or. Pour moi. D'un côté... On se mariait, à ce moment-là, on se mariait. On se fréquentait pendant au moins 1 an à peu près. On se voyait, on s'invitait des fois à manger le dimanche ou comme ça. Et puis après on décidait la date de mariage ensemble.
avec les familles. Tout le monde décidait 2 jours du mariage, et voilà. Et je suis venue à Salviac le 4 août 1955, à Salviac, voilà, je me suis mariée ce jour-là. Et voilà, je suis venue chez les beaux-parents. Alors la veille, les jeunes filles faisaient des couronnes avec des fleurs en papier. Les garçons coupaient des genièvres pour faire à l'entrée des maisons ou de la mairie, de l'église, pour faire une décoration. Le repas, on le faisait à la maison, chez la jeune fille souvent. Et donc c'était souvent des produits de la maison, à part le pâtissier. On prenait une personne qui venait nous aider, une cuisinière qui allait à domicile un peu. Voilà, qui était aidée par quelques voisines. Le repas était comme ça, il y avait un repas à midi, un repas le soir. Et l'après-midi, on allait danser. Mais déjà, il y avait des voitures. Quand même. Ah oui, moi je suis marié. J'avais pris une belle cuite ce jour-là. Et c'était la vérité. La cérémonie, oui, j'étais bourré. On était en famille, et on partait, on faisait un repas, et après on partait en car, on allait visiter. Il y avait la famille, les amis, il fallait avoir une grande salle pour recevoir tout le monde. Les gens le faisaient où ils pouvaient. Il n'y avait pas de préparateur comme maintenant. Hein. C'est pas le même souci aussi pour la famille. À la campagne, il y avait les bêtes, le travail des champs, c'était quand même quelque chose de plus facile. On le préparait d'avance. Hein. Quand je suis rentré, que je me suis marié, je suis parti du patron et je me suis marié le lendemain. Juste, je suis resté un jour chez ma femme sans se marier, on s'est marié le lendemain. Et le jour de mariage, c'était le jour qui faisait le plus froid. Devant l'église, ça glissait, tu tombais le cul. Il y en a plusieurs qui sont tombés. On avait du monde. On est parti avec la neige et le verglas. Tout le monde, il a fallu qu'ils dégonflent les voitures pour pouvoir rouler. Autrement, ils partaient. Hein. Ça a été la catastrophe. Mais ça s'est bien passé quand même. C'était obligatoire, non. Pour moi, c'était un soulagement de me marier. Parce que je partais des patrons, j'avais plus de patrons. C'était moi le patron en plus. Il n'y a jamais eu d'obligation, même encore, de se marier. Normalement, c'est un devoir. À l'époque où j'étais à la propriété que j'ai débuté, il n'y avait pas de caisse de retraite ni d'allocation familiale. Si par malheur l'un ou l'autre décède, les pensions de retraite ne sont pas reversées de l'un à l'autre. Et on perd tout. Alors c'est pour cela que le mariage n'est pas obligatoire, mais c'est une reconnaissance. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Ça n'a jamais été obligatoire. Moralement, pas obligé. Il y avait toujours eu des belles filles, des vieilles filles et vieux garçons. Les parents nous ont laissé libre notre choix. À tous les trois, bon. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Pas le plus mauvais, sans doute. Comme il y avait l'école des filles et l'école des garçons, pendant un moment, c'était pas facile de se rencontrer. Donc, ils se connaissaient, ils se rencontraient d'une famille à l'autre par le moyen des vendanges ou des battages, par des travaux que l'on faisait en commun. À l'époque où je l'ai connu, moi, de mes frères et de mes sœurs, c'est souvent parce que on avait participé à des travaux ensemble, en commun. C'est-à-dire que les garçons, quand ils faisaient les battages ou les vendanges, ils rencontraient des jeunes filles qui faisaient les vendanges avec eux. Ou alors ils allaient à l'école ensemble. On était mélangés à l'école, garçons et filles. Il n'y avait que dans la cour de l'école qu'on était séparés. Toute la scolarité était mixte. Oui. Nous, on avait un instituteur qui nous enseignait toutes les matières. Vous avez des ordinateurs maintenant, alors que nous, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Vous avez des facilités aussi. C'est plus facile de continuer les études maintenant qu'à notre époque. Avec la télé, avec les journaux, on apprend plus facilement, on suit davantage l'actualité. Il y a la cantine maintenant. Avant, il n'y avait pas de cantine. Les institutrices faisaient un potage pour les élèves et ils portaient la gamelle, ceux qui étaient de loin, portaient la gamelle qui était réchauffée sur la cuisinière. Et après, il y a eu une cantinière. Il y a eu une grande évolution. On vous explique mieux
Et puis peut-être les professeurs sont plus instruits qu'ils étaient à cette époque-là. Les cahiers, il fallait que ce soit parfait. Tiens, tu vois, il y a un livre là, il n'y a pas d'une tache d'encre, rien. C'est écrit à la main. Tout est écrit à la main. Il y avait un buvard, tu avais un buvard sous la main gauche et tu écrivais avec la main droite. Ou l'inverse, il y avait des gauchers, il y avait des gens qui écrivaient, des enfants qui écrivaient avec la main gauche. Tous les enfants n'étaient pas habillés de la même façon. Il y a à peu près, à un moment, il y a eu une évolution. Je pense que c'est venu vers les... Et j'avais 10-12 ans, on nous a demandé d'amener une blouse. On avait pratiquement tous une blouse. Et les chaussures, c'était souvent des sabots. On écrivait avec la plume sergent-major. C'était pas facile, mais il fallait faire les plaies, les délier, bien. Ça comptait l'écriture. Quand on avait bien travaillé, on avait un bon point. On était content. Et quand ça allait mal, il y avait le bonnet d'âne. Ça, c'était pas si rigolo. C'était un peu pour les cancres. Et ils nous faisaient promener dans la cour de l'école. Là, c'était tous les autres. Ils se moquaient un peu du bonnet d'âne, mais bon. Ah non, je l'ai jamais eu. Non, pas quand même. Comme tous les garçons d'un certain âge, on prend des fois des punitions. On prenait des coups de règle sur les doigts, ça arrivait. Parce que l'enseignement de l'époque était quand même plus... On tapait sur les doigts. Et on donnait des lignes à faire. On avait un cahier, tu sais, d'écolier. Il y avait une page où il y avait, je crois, 25 lignes. Alors on nous disait, si tu avais fait une erreur en orthographe, ou si tu avais insulté un camarade à l'école, pendant 25 fois, tu recopiais sur ta feuille, je n'insulterai plus mon copain, je serai poli avec mon instituteur. Il fallait rapporter les lignes à l'instituteur après, pour lui montrer que tu avais bien fait ta punition. Par contre, mon père, si j'attrapais des lignes, lui, il disait, t'as 25 lignes à faire, mais t'en feras 25 pour moi. Les punitions à l'école, c'est pas difficile. À part d'être une forte tête, j'ai jamais reçu de gifle ni quoi que ce soit. Vous êtes un peu moins disciplinés que nous on était. On avait des beaux-parents qui, derrière, nous en faisaient voir. Les parents, c'est sûr qu'ils étaient très contents quand on avait des bonnes notes, mais quand il y avait une bêtise qui était faite, les parents, ils soutenaient l'enseignant parce que c'était un peu l'inverse qui se passerait maintenant. C'était pas trop difficile, mais bon, on n'était pas trop... On aimait bien s'amuser dehors. On était libre à la maison. On se chamaillait des fois aussi. On n'était pas toujours d'accord. C'est normal, hein. On attendait l'heure de midi pour faire le chameau. À ça, on faisait chameau. On jouait aux boules, à la marelle, à beaucoup de choses. On disait à la dame. Et on jouait beaucoup à ça dans les récréations. On trace 3 carreaux, après 1, 3 encore, et un travers, et 3 tout le long. Et on joue avec une pierre, et avec le pied, et on lève un pied, et on le joue avec l'autre. Ou à la ronde. On jouait à la ronde en chantant une chanson, et on tournait. On faisait des parties de tennis, et on n'avait pas trop de terrain. On se cachait pour jouer. Et on ne voulait pas qu'il y ait trop de bruit dans le village. Alors les gosses,
Ils faisaient des cabanes. On faisait des jeux qu'on fabriquait soi-même, en bois. On n'avait pas les jeux qu'il y a maintenant. On s'amusait avec le chien, on faisait une petite remorque qu'on attelait le chien par exemple. On avait des jeux qu'on fabriquait soi-même. Mes frères, ils avaient inventé une voiture avec une vieille porte, ils avaient fait 4 roues. La roue de devant, on l'a guidée avec une corde. Ils avaient trouvé un vieux siège. On a mis une corde pour nous attacher. Et un jour, mon cousin est venu, il ne voyait pas trop. Il est rentré d'une taupinière, la corde a cassé. Il est allé faire un vol plané. Et moi aussi, il me faisait sauter un parachute à moi. Comme j'étais la petite, il m'attachait un drap par les. Il me faisait monter sur le toit d'une étable et je sautais, mais ça sautait pas haut. Bon, on s'amusait comme ça. J'ai joué aux billes. Ah, on a joué aux quilles aussi. On jouait aux 3 quilles, on mettait 3 quilles à 30 cm une de l'autre. Et on tirait d'une douzaine de mètres. Il y en avait qui avaient le jeu de 9 quilles, mais nous, on n'a pas joué là. Je voulais jouer au foot, ma grand-mère n'a pas voulu, parce que c'était encore elle qui faisait marcher le ménage. Hein. Et elle n'a pas voulu parce qu'elle avait peur que je me fasse mal. Avec mes amis, quand j'étais enfant, j'ai joué au football. Dans ma famille, nous étions quand même, mon frère Roland, Huguette, Cécile, Jean, nous étions 8 enfants. Les jeux, c'était surtout la pêche. On allait à la pêche, dans les ruisseaux. Il y avait du poisson, il y avait des vairons, il y avait des choses, des écrevisses. On s'amusait. C'était un jeu, disons, que tout le monde pouvait pratiquer pratiquement. Moi, personnellement, j'aimais bien bricoler, j'aimais bien donner un coup de main comme ça à ranger une chaise, une table, n'importe. Ça faisait partie aussi d'un jeu. Hein. On s'entraidait entre nous beaucoup. Après, quand un peu plus grand, à l'âge de 14-15 ans, il y en a quelques-uns, comme Roger et Henri Lardet, qui ont pu avoir des vélos. Alors les courses de vélo, ça c'est un événement. Ça faisait partie de la fête de Salviac. Hein. Chaque mois, il y avait une foire à Salviac. Il y avait le bal sous la halle, là-haut. Ancienne halle. Il y avait le marché aux cochons, il y avait le marché... Il y avait de tout, de tout. On n'allait pas à la foire en voiture, il y en avait peut-être 2 par commune, à l'époque. Et c'était surtout ma grand-mère qui faisait les courses dans Salviac. À Salviac, il y avait un marché ici. Il y a la place du Foirail, et puis il y avait la place, disons, de la Fontaine, comme actuellement. Il n'y avait qu'une rue qui était très fréquentée, c'était la rue Haute. Il n'y avait pas de voiture pratiquement à Salviac. Il y avait peut-être 2 voitures à l'époque. Je te parle de 1937, 38, 39, 40. Même en 45, il y avait 2-3 voitures. Par contre, il y avait des charrettes avec des bœufs et des chevaux, et des vaches même. Hein. Car lorsque l'été était très chaud, c'était véritablement un défilé à la Fontaine. Les foires que j'ai connues, c'était extraordinaire. Maintenant, on ne peut plus le faire à cause de la circulation qui passe en bas, dans la rue basse. Dans les rues de Salviac, tu avais des marchands partout. Il y avait des grands-mères, des grands-pères qui venaient, qui vendaient des canards, des légumes, qui vendaient des agneaux, des moutons. Le foirail, c'était des bœufs et les chevaux. Et en bas, plus bas, là devant ce qu'on appelle le syndicat d'initiative maintenant, là, en bas, là, c'était que les moutons. Autrement, dans toutes les rues, tu avais des marchands de légumes et des gens qui vendaient des poulets, des canards, des dindes, ce qu'ils avaient, et leurs légumes. Et ils venaient des alentours de Salviac, de partout, là. Hein. Il y en avait qui arrivaient même à 4 heures du matin. Ils partaient là, à pied de chez eux, et ils arrivaient à 4 heures ou 5 heures du matin, déjà pour s'installer dans Salviac. Il y avait un monde, c'était extraordinaire. Les fêtes de Salviac étaient bien renommées. Elles commençaient le samedi soir, jusqu'au mardi soir, même quelquefois jusqu'au mercredi soir. Le samedi soir, il y avait le bal, les attractions, le manège, le chahut-car, les autos tamponantes. On appelle ça le chahut-car. Le dimanche à midi, on allait au monument aux morts pour la fête. Et le lundi, il y avait le bal, le soir. Le mardi soir aussi. Les jeux, des jeux le mardi. Et le mercredi soir, on faisait un repas à Roquebrune, là-haut. On est allé, tout le monde, on prenait notre couvert.
Et on allait là-haut et on mangeait tous ensemble là et on discutait et voilà. Il y avait des chars, ils étaient magnifiques d'ailleurs. Il y avait des gens qui décoraient des chars, et tu sais, ils étaient tirés, je m'en souviens, par des charrettes à bœufs, hein, ou alors avec des chevaux. Il y avait des calèches, c'était superbe, très bien décoré. Et les gens étaient très dévoués à l'époque parce qu'il fallait qu'ils les préparent, presque 6 mois avant, même peut-être plus. Il y avait de très beaux chars, ils faisaient habiller les jeunes. Moi j'ai mes enfants qui ont presque tous participé à monter sur les chars, une fois habillés en princesse, habillés fait comme tout ce qu'il fait. Mais il y avait des fêtes magnifiques à Salviac, magnifiques. Il y avait au moins 8 chars, magnifiques. Mais c'était beaucoup de travail. Hein. Et les gens, le soir, ils allaient faire les roses. Moi, je n'y suis pas allée beaucoup parce que j'ai jamais eu trop le temps. Mais qui faisaient les roses et les trucs en papier pour garnir les chars. Et il y avait une entente très conviviale à Salviac, beaucoup. Les gens étaient très, très solidaires et puis ils aimaient ça, ils aimaient faire des fêtes. Et c'était des fêtes qui étaient très renommées d'ailleurs. Hein. À un char, je les ai menés pendant plus de 10 ans. On faisait la semaine, pour faire les chars, il nous faisait une semaine. On n'avait pas le temps de manger la midi, même le soir, pour que ce soit prêt le jour de la fête. Il fallait les arranger, faire sur les plateformes, faire tout en fil de fer. Ah oui. Ah, c'était du boulot, il fallait les faire, les chars. On avait une grande grange qui a brûlé malheureusement après. Mais ils venaient pour s'habiller dans la grange et les chars. Oui, oui. Et le soir, on descendait avec ma mère pour aider. Tout le monde y participait. On y participait. Oui. Ah, c'était beau. Enfin, il y avait des défilés magnifiques. Je ne participais pas à l'organisation. Hein. J'aidais mes parents pour les fêtes, c'est tout. À une époque, il y avait le ramassage des ordures n'était pas pareil que maintenant. C'était un monsieur qui avait un âne et une charrette qui ramassait les ordures et on l'appelait le 6 roues. Le ramassage des ordures, à l'époque, il était tout à fait différent. Honorine Marty, la femme du forgeron, elle avait été embauchée, je pense, par la mairie pour faire le crieur public. Elle annonçait toutes les nouvelles que lui disait la mairie de dire pour tous les habitants. Alors elle avait un tambour, elle tapait sur le tambour, et quand elle s'arrêtait, elle racontait ce qu'elle avait à dire. Elle faisait le tour de Salviac, donc elle s'arrêtait à peu près tous les 50 mètres pour raconter, et elle rabâchait. Toujours la même chose tout autour de Salviac. Il y avait des jeunes ou même des gens qui se déguisaient un peu, mais comme ça, ils allaient au bal déguisés. Je me déguisais comme tout le monde, comme les jeunes, tout. Et après, j'aidais aussi à préparer pour les repas ou comme ça, oui. Il y en a qui se déguisaient un peu, et puis à la maison, on faisait des beignets ou des crêpes, toujours au carnaval. Le carnaval, c'était surtout des bals populaires qu'il y avait dans les restaurants, qu'il y avait dans les salles communes, comme ici, peut-être il y en a eu même, je ne sais pas. Et après, il y avait des défilés aussi où les gens se déguisaient beaucoup. Les femmes se déguisaient en hommes, les hommes en femmes, quelquefois c'était très rigolo. Et ils faisaient des cortèges, et puis dans Salviac, et ils distribuaient des gâteaux. Je me suis toujours rappelé d'un monsieur qui faisait les crêpes sur une brouette. C'est-à-dire qu'ils avaient mis de la braise dans la brouette, ils avaient mis un 3 pieds, ça s'appelle, je sais pas, ils avaient la pâte, et puis ils faisaient les crêpes, et distribuaient les crêpes, comme ça, en passant dans Salviac. Ça m'a toujours, et j'étais jeune quand même, là, j'avais que 10 ou 11 ans, ou 12 ans, à ce moment-là, je sais pas, 11 ans, il y avait de belles fêtes. Voilà, que ce soit pour Carnaval, que ce soit pour la fête de Salviac, il y avait une entente qui était formidable. La dégustation de la tarte aux pommes de Roger Lardé. Ouais, bravo. Elle est belle, cette tarte. Elle est belle. Ah, elle est belle. Elle est très très belle cette tarte. Oh, on vous entend plus, hein. Ah, impressionné par... Tout le monde regarde. On a fait une fête.
un morceau de tarte. Tout le monde. Les dames d'abord. Oh, quel galant. Les dames d'abord. Il a raison, Roger. Ah oui. Honneur aux dames. Honneur aux dames, très bien. Qui peut qu'il vaille. Bonne pour te recommencer. Il manque pas un peu le rhum? Si, hein. Mais bon, il y a les enfants. J'y avais pensé aussi. Voilà. Moi, je suis pas plus beau. Il faisait un grand bonhomme, je sais. Oui, Et après, à la fin, alors, le jour, il le brûlait, là-bas, au terrain de foot. Et on buvait mon goût. Ah ben, tu vois, il se rappelle mieux que moi, parce que moi, j'allais pas boire. Ah, ça faisait partie du jeu, hein. Je me rappelle, il y a une fête religieuse. On avait tellement bu du pinard du curé qu'on était tous boutés. On l'appelait alors la fête Dieu. Quoi? Une fête religieuse. Les gens mettaient dans les rues, les principales rues de Salian, des draps décorés avec des roses, alors à l'époque. Et on suivait la procession. Si c'était le moment de la communion, il fallait s'habiller en blanc. Et une fois, j'avais une cousine à Toulouse, couturière. Elle m'avait mis entre le crêpe crème, des bandes bleu ciel. Les sœurs, quand elles m'ont vu arriver avec ces bandes bleu ciel, elles me disaient pas. T'as été licenciée sur le champ. Ah oui, je partais. Ma mère s'en est mêlée. Il y a eu un petit méli-mélo. Vous savez, elles étaient strictes. Hein. C'était comme ça. Bon. On allait au catéchisme tous les jeudis. Oui, il y avait une personne ou un monsieur qui venait nous faire le catéchisme. Ensuite, il y a eu la communion privée, la communion solennelle. C'était l'occasion de faire une fête de famille. Et puis c'était souvent le premier cadeau qu'on avait, ou une montre, ou une médaille. C'était un grand jour pour nous. J'étais à l'école libre. Et disons, c'était pour ainsi dire obligatoire. Et compte tenu que mes parents étaient quand même assez catholiques, j'étais enfant de chœur, j'allais sonner les cloches le soir, toutes les messes, toutes les processions, etc. C'est le catéchisme qui venait vers moi. Mais j'y allais comme tous les autres. Mais j'ai été licencié. J'avais bu tout le vin blanc du curé alors. Le curé m'a dit oui. On picolait tout le vin qui était sur... Là oui, on se régalait. Que le curé, à place du vin, c'était de l'eau. Et il nous engueulait. Il nous régalait. On nous disait, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Le curé disait, ah bon, alors c'est le Saint-Esprit. On faisait la première communion à 10 ans, voilà. Et après, à 12 ans, la communion solennelle qu'ils appelaient. Donc, on allait au catéchisme, à l'école, même on prenait le catéchisme. Je sais pas, c'était inné chez les familles, c'était comme ça. Dès qu'on pouvait, on allait au catéchisme, dès qu'on avait l'âge, qu'on savait lire au moins. Et jusqu'à la communion, qui était en principe à l'âge de 12 ans. Et puis après, on faisait ce qu'on voulait. Ou les gens continuaient la religion, ou ils arrêtaient. Chacun faisait à sa façon. Voilà. Mais le catéchisme, c'était important. Alors le dimanche, il y avait 2 messes. La première messe à 8h et la deuxième messe à 11h et les vêpres à 3h. Il y avait les bancs de vin, on se mettait devant les jeunes, les jeunes et les parents, la famille se mettaient sur les chaises derrière. Moi j'allais toujours à la première messe à 8h. Après, on n'allait pas à la deuxième, mais si on allait à une, on n'allait pas aux 2. Et au vêpres, l'après-midi, on chantait, il y avait l'harmonium, et on allait chanter autour de l'harmonium, là, en latin. Mais maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de messe, il faut aller à Gourdon. Comme ma fille m'a fait arrêter de conduire, vu mon âge, alors je ne vais plus à la messe. Je regarde à la télé s'ils ne sont pas là, parce que ma fille, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Le jour de la communion, les jeunes, les petites filles, 10 ans à peu près, elles avaient une jolie robe bien belle, un voile, une aumônière. Et les garçons, ils avaient un beau costume bleu marine, avec un brassard au bras. Et c'était beau, tout le monde était beau. On avait une robe blanche, on se mettait enfin en robe blanche, et puis on était en groupe, et puis il y avait ces fameuses processions qui se faisaient
Après les vêpres, parce qu'il y avait la grand-messe avec l'évêque et tout, beaucoup de personnalités. Et après, il y avait des processions qui partaient, l'après-midi c'était les vêpres qu'on appelait, ça partait de l'église et ça allait soit dans le village en haut, soit dans le village en bas. Et le prêtre suivait la procession et c'était les parents d'élèves qui portaient un dé, un montage où il y avait un toit avec des parures de l'église, des parures en or, c'était très joli. Et le prêtre dessous, il avait son truc aussi, son stançoir. Et la procession allait avec tous les parents d'élèves, enfin des communiants. Devant, il y avait des gamines qui avaient des petits paniers devant pleins de roses, de fleurs de roses, et qui lançaient comme ça, en passant. C'était très beau. Par les années 50, 55, ils se mettaient des draps tout le long des maisons. C'est-à-dire qu'ils mettaient des cordes tout le long des maisons et chacun mettait ses draps des draps blancs. Cette procession passait au milieu de ces draps blancs. C'était des draps blancs tout le long. Ça s'est arrêté peut-être en 56 ou 7, ça s'est arrêté. Mais ça se faisait beaucoup. Ils appelaient ça un reposoir. Il y avait une grande table. Et alors les voisins gardaient tous les ustensiles qu'on pouvait mettre dessus, des Saintes Vierges, des trucs comme ça, qui ressortaient et qui fleurissaient avec des fleurs et tout ça. C'était magnifique. Et le prêtre allait là, il faisait une petite messe, voilà, il bénissait tout le monde. Et puis après, les gens repartaient chez eux, et voilà. Vu que les enfants allaient au catéchisme, on était peut-être 30, 40, je sais pas, au communion. Hein. Moi, mes 3 enfants, ils ont fait pareil. Ils ont catéchisme, communion, tout. Enfin, ça s'est arrêté. Mais enfin, à l'époque, encore, ça se faisait. Ah ben, ça ne nous déplaisait pas. Non, non. On était tous ensemble, les petits copains. C'était pas triste. Moi, j'étais pratiquante, oui, mes parents l'étaient, alors nous, on l'était. Et moi, je l'ai été jusqu'à l'école, je suis restée à l'école à Cahors jusqu'à 17 ans. Et là-bas, on avait la messe, pas tous les jours, mais on pouvait y aller si on voulait. Mais le dimanche, on y allait, on était obligés. Il y avait la messe le matin et autrement, il y avait la prière le soir aussi. J'étais, disons, pour catholique par obligation de la famille. Mon père même allait faire les tournées pour le curé, pour aller ramasser dans les campagnes des dons, parce qu'il avait une camionnette. Il ramenait des dons pour les curés. Disons, toute la famille était catholique. Actuellement, je serais plutôt athée. La religion, il faut peut-être croire à quelque chose, mais il faut croire modérément, à mon avis. Mais quand on était à l'école, libre justement, obligatoirement, on était obligé d'aller au catéchisme. C'était obligatoire, parce que bon, c'était comme ça qu'on nous faisait dire. Il faut être assez, disons, peut-être philosophe, je ne sais pas quel mot je pourrais employer, pour dire de pratiquer la religion. Ma grand-mère était surtout très catholique et elle m'a fait rentrer comme enfant de chœur à l'église. Et le soir, j'allais sonner l'Angélus, 3 fois 3 coups, et après à la volée. En même temps, j'avais une petite copine qui venait me rejoindre. J'avais ma grand-mère qui respectait les règles, la messe, les vêpres, les processions. Mes sœurs et frères, mes sœurs surtout, allaient souvent à la messe, que se confessaient, étaient croyantes quand même. Mais chez les garçons, on avait une réticence. Moi, j'ai été baptisé à l'église de Salviac, mais le jour où on me baptisait, j'ai eu peur du curé. Je voulais me sauver. Le catéchisme, c'est ma grand-mère qui me le faisait, qui me l'apprenait, et mon père, il me l'apprenait, mais lui, à sa manière, à une manière plus objective. Parce qu'il disait, il y a des choses dans la religion qui sont vraies, que l'on doit respecter, le partage, tu ne tueras point, etc. C'est qu'il y avait quand même des gens qui étaient religieux et qui ne respectaient pas, justement, la parole du Christ. À une époque, oui, il y avait un abbé à Salviac qui avait mis en place un spectacle qu'on appelait la scène. Ça faisait un spectacle à Salviac qui se jouait dans l'église. La scène était au fond de l'église, les spectateurs venaient d'un peu partout. Ça a duré longtemps, hein, ce spectacle-là. Les gens venaient en bus pour voir le spectacle à Salviac.
Mon père doit être là. D'accord. Et là, c'était en quelle année? En quelle année ils ont joué la scène? C'est pas marqué. Non, vous étiez enfant. Il y avait votre mère aussi qui jouait dans cette pièce? Ta mère était là aussi. Elle y est, oui. Oui. Vous étiez dans quelle école dans cette année? Si vous étiez... Oh, j'étais très jeune là. Où c'est que je suis? 5 ou 6 ans, tu avais peut-être? J'y suis là. C'est pas vous ici? Peut-être. Avoir le regard. Ça peut être moi. Et alors que là j'avais une dizaine d'années. Ça va être juste après la guerre. Ça. 46 ou 47. Avec le Cloguet. Attends, je tremble. Et là. Et là. La photo la plus ancienne, c'est celle-là. C'est la plus ancienne celle-là? Ah oui, parce que regarde, quel âge je peux avoir là? 4 ou 5 ans? Oui, 3 ans. 3 ou 4 ans? Oui, tu as 85 ans. Hein? Oui. C'est effrayant. On s'amusait bien, on s'amusait avec ce qu'on avait, comme on dit à l'époque. Pendant la guerre, il n'y avait pas grand-chose. Donc on s'amusait bien, on inventait, on savait inventer. J'étais petite, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu, mais j'étais jeune. La guerre de 39. À Salviac, on l'a mieux vécu peut-être qu'en ville, parce que ça n'a pas été aussi mauvais. On n'avait pas de privation comme on avait en ville. Il manquait beaucoup de choses à ce moment-là. Vous savez, on n'avait pas de chocolat, on n'avait pas de sucre, on était limité en tout. C'était une réduction de tout. Et bien, on l'a passé aussi. Pareil, ça a été dur, mais il a fallu le passer. La guerre, on s'en tout foutu Quand on voyait les Allemands dans Salviac, on avait intérêt à déguerpir. Surtout moi, j'avais mon frère dans le maquis et on avait peur. Mon père avait été appelé, je crois qu'il a été appelé, il a été à Caylus, à plusieurs endroits. Et quand les Allemands sont arrivés en haut de Salviac, il y avait un maquisard, il leur a tiré dessus. Il y a eu un Allemand qui a été blessé et il a été amené au docteur qui l'a sauvé. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de rafle à Salviac. On habitait en face à la gendarmerie, il y avait des gendarmes à Salviac, dont le chef qui avait une fille. Et après, ils ont été mutés en Algérie. Moi, je communiquais par écrit avec la fille. On correspondait assez facilement. À l'époque, elle m'a dit que si je voulais aller la voir, il fallait que je choisisse le régiment. Pour choisir le régiment, il fallait que je prenne un engagement. Alors j'ai pris un engagement, j'avais 18 ans. J'ai pris un engagement et j'ai choisi le régiment où elle était, c'est-à-dire les Spahis algériens. Je suis rentré dans les Spahis à Médéa. Je suis resté quelque temps là-bas. Et puis j'ai fait une pleurésie. J'ai été hospitalisé à l'hôpital Maillot. À l'époque, on me promenait en fauteuil roulant. Le chef de gendarmerie, le père de la fille, il venait me voir. Et j'ai été à Médéa, là où il était. J'y suis revenu. Il avait pris un hôtel, une chambre à l'hôtel pour moi. Et à la chambre à l'hôtel, je trouvais des petits mots sous la porte. À l'époque, j'étais assez recherché. J'ai vécu la guerre d'Algérie, bien entendu. C'est-à-dire que pendant la guerre de 40, en 1944, j'avais 7 ans quand il y a eu la fin de guerre en 1944. Et après, à 20 ans, j'ai été mobilisé pour partir en Algérie. C'est des phénomènes de la vie qui sont très marquants, car on y pense toujours. C'est quelque chose qui ne s'efface jamais. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Surtout que nos enfants, ils ne le voyaient Oh, pas. non, ils ne voient pas ça. Qui ne voit pas ça. C'est pas beau.